nous allons vous proposer une nouvelle émission. De vous à nous, on vous dit presque tout. Et à chaque fois, un thème différent y sera abordé. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur et nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Monsieur Thierry Catan, professeur de philosophie, et Madame Claire Burel, hypnothérapeute, psychopraticienne, afin de discuter de ce vaste et beau sujet. Mais tout d'abord, nous allons présenter notre équipe. Sylvie pour vous servir pour l'introduction et la conclusion de notre émission. Florence et Claude qui réaliseront les interviews. Michel nous lira un texte d'Alain, philosophe normand. Guy nous lira un poème d'Émile Verhaeren. Lucette nous contera L'homme qui n'avait pas de chance, ainsi qu'une lecture de Paul Fort. Nous vous proposerons une recette du bonheur avec Marie, ainsi qu'un micro-trottoir. À présent, retrouvons Claude pour une définition du bonheur. Principe actif, c'est actif par principe. Le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Si on reprend dans le dictionnaire sa définition, l'on trouve état heureux, vivre dans le bonheur, événement heureux, quel bonheur, par bonheur. Donc le bonheur traduit la sensibilité d'être heureux, tout simplement, de se sentir soi-même, heureux dans son corps, dans son esprit. Ce mot bonheur, suivant sa prononciation avec un peu d'ironie, tel à la bonne heure, c'est-à-dire c'est très bien, maintient cette sensibilité d'être heureux et de réconfort. En poursuivant l'ironie du mot à la bonne heure, pour nous, Heureux et Heureuses, nous sommes donc toujours à l'heure. Est-ce la réalité au quotidien? C'est de vous à nous, auditeurs et auditrices de 102.4, de donner votre avis. Et maintenant, je laisse la parole à Michel pour un texte du philosophe Alain. J'ai choisi un extrait du philosophe Alain dans son ouvrage Propos sur le bonheur. Dès qu'un homme cherche le bonheur, il est condamné à ne pas le trouver. Et il n'y a point de mystère là-dedans. Le bonheur n'est pas comme cet objet en vitrine que vous pouvez choisir, payer, emporter. Si vous l'avez bien regardé, il sera bleu ou rouge chez vous, comme dans la vitrine. Tandis que le bonheur n'est bonheur que quand vous le tenez. Si vous le cherchez dans le monde, hors de vous-même, jamais rien n'aura l'aspect du bonheur. En somme, on ne peut ni raisonner, ni prévoir au sujet du bonheur. Il faut l'avoir maintenant. Quand il paraît être dans l'avenir, songez-y bien, c'est que vous l'avez déjà. Espérer, c'est être heureux. Merci Michel pour cette lecture. Nous accueillons maintenant nos deux invités, à savoir Madame Claire Burel, hypnothérapeute et auteur, et Monsieur Thierry Catan, professeur de philosophie. Bonjour à vous. Bonjour. C'est à vous la parole. Bonjour. Bonjour. Claude a donné en introduction une définition du bonheur. Qu'en pensez-vous? Alors, cette définition du bonheur, elle renvoie finalement au fait d'être heureux, d'abord. Bon, le bonheur, c'est être heureux. Et l'heure, c'est la bonne fortune, en fait. C'est la bonne chance. D'accord? Et je pense que ça va être un des thèmes dont on va parler à partir du texte d'Alain qui vient d'être lu, parce qu'on considère souvent que le bonheur, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose, comme le malheur, hein, bah voilà, on a un accident, on est malheureux, on n'a pas eu de chance. Ou alors on est né, comme on dit, avec une petite cuillère en argent dans la bouche, donc on a eu de la chance. Voilà, et il y a cette idée assez commune, assez courante, que le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on décide, c'est quelque chose qui nous arrive comme par accident. Voilà, on tombe amoureux. Voilà, c'est tomber amoureux. Hein. On va pas décider d'être amoureux. C'est pas voilà, on tombe amoureux. C'est quelque chose qui arrive comme un accident, et donc quelque chose qu'on peut pas choisir. Voilà. Et ce que dit Alain, ce qui est très intéressant, et ce qui fonde tout le rapport de la philosophie, en tout cas au bonheur, c'est cette idée qu'on peut travailler à être heureux. C'est-à-dire que finalement, le bonheur, c'est aussi et d'abord une affaire intérieure, une façon dont on va se rapporter au monde, une façon dont on va se rapporter aux choses.
Voilà, peut-être Claire, tu veux parler un peu de Alors, ça c'est sûr que le bonheur, c'est un immense sujet merveilleux. J'ai noté dans le texte d'Alain que si on le cherche, on ne pourra pas le trouver. Mais en fait, je crois que le chercher, c'est déjà être heureux. Chercher le bonheur, c'est avoir déjà cet objectif et déjà marcher vers, comme il disait d'ailleurs à la fin du texte, espérer, c'est déjà être heureux. Donc, je pense que déjà, ce bonheur, on ne va pas forcément le chercher, on va peut-être tout simplement le créer sans se poser de questions. Il y a des études en neurosciences qui viennent de définir qu'il y a une part du bonheur qui finalement est innée. On naît avec un bonheur intrinsèque à l'intérieur de nous, mais tout le monde n'est pas égal pour autant, puisqu'il y a des personnes pour lesquelles ce bonheur, c'est une part existante chez eux, et d'autres pour lesquelles ça n'est pas le cas. Donc, il y a une part qui est innée ou qu'on n'a pas, mais tout le reste, on va pouvoir le décider, effectivement. On ne décide pas de tomber amoureux, c'est vrai Thierry, quoique, mais on peut décider d'être heureux. Et comme disait Voltaire, d'ailleurs, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Par contre, on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. Quel est votre avis, monsieur le professeur? Franchement, je pense que ce n'est pas la question. Voilà. Je pense que ça ne peut pas être véritablement une question d'argent. Encore une fois, c'est véritablement dans le rapport qu'on a aux choses. Il y a des gens qui sont très très pauvres, qui ont des relations les uns avec les autres, qui ont des relations humaines très riches et qui se sentent heureux. Et il y a beaucoup de gens très riches qui sont profondément déprimés et qui, voilà. Donc, encore une fois, l'argent, c'est quelque chose d'extérieur, d'accord ? Et c'est dans la façon dont on va nous-mêmes percevoir les choses, dont on va désirer telle ou telle chose plutôt que telle autre. Hein. Peut-être la première chose à faire, diraient les philosophes, hein, c'est qu'il faut réfléchir à ce qu'on désire. Si on désire n'importe quoi, ou si on désire des choses qui vont nécessairement nous conduire au malheur, il faut arrêter de désirer ça. Ce que dit Épicure, hein, c'est qu'il faut méditer sur nos désirs. C'est-à-dire que, je sais pas, si vous désirez avoir une très grande maison, ou je ne sais quelle grande fortune, bon, bah, faut quand même réfléchir à ce que ça va vous coûter en relations humaines, ce que ça va vous coûter en travail, ce que ça va vous coûter. Et au bout du compte, qu'est-ce que ça va vraiment vous apporter? Donc, avant de se jeter sur nos désirs, avant de tout de suite chercher à satisfaire nos désirs, hein, comme peut-être la publicité aujourd'hui tente à nous pousser à le faire, hein, à ce qu'il n'y ait plus de distance entre le désir et sa satisfaction, il y a un temps, hein, et c'est un temps qu'on apprend aux enfants tout simplement, hein, qui veulent tout de suite ceci, qui veulent tout de suite cela. On leur dit non, on leur dit d'attendre, pour qu'ils aient cette capacité de réfléchir sur ce qu'ils désirent et qu'ils aient cette capacité de se construire, non pas simplement en étant soumis à tout ce qu'ils peuvent désirer à droite et à gauche, mais justement en cherchant de façon rationnelle, raisonnable, réfléchie, qu'est-ce qui peut véritablement les rendre heureux. On arrive à notre époque, à la période où il va y avoir des foires à tout partout, tout autour de nous. Qu'est-ce que vous trouvez dans une foire à tout? Vous trouvez des objets que les gens ont choisis, achetés, aimés, et qui finalement sont là parce qu'ils n'en veulent plus. Alors, ils ne veulent pas les jeter, c'est certain, mais ils n'en veulent plus, ils n'en ont plus besoin, ils ne les désirent plus, ils n'ont plus de petits papillons dans le cœur à l'idée d'utiliser ou d'avoir cet objet ou cette décoration chez eux. Parce que finalement, on parle de quelque chose de matériel, là, et le bonheur, je ne crois pas qu'il soit vraiment en lien avec le matériel. Je pense que le matériel, c'est un moyen. Alors, comme tous les moyens, selon la façon dont on va l'utiliser, peut-être qu'il va être un moyen pour être heureux ou pour rendre heureux, peut-être qu'il va être aussi un moyen simplement pour croire qu'on va aller vers le bonheur. Mais est-ce que c'est ça le bonheur? Comment s'articulent les notions de bonheur, de plaisir, de désir, de joie, de foi, de spiritualité et de besoin? Vaste question. Vous avez décidé de faire une seule question avec 40 en fait. Voilà. Vous en avez d'autres aussi? Vous avez déjà un petit peu abordé le sujet. Tu veux commencer? Eh bien, toutes ces choses-là, pour moi, sont différentes, complémentaires dans une vie humaine. Et à partir du moment où elles sont complémentaires, elles ont toute leur place, bien sûr. Le désir, alors le plaisir, c'est quelque chose qui n'a rien à voir pour moi avec le bonheur. Le plaisir est plus dans une satisfaction immédiate. Le bonheur, il est plus dans quelque chose de profond, de durable, Le bonheur, il vient vraiment de l'intérieur. Le plaisir, pour moi, il vient de quelque chose d'extérieur qui apporte un plus au moment où on le ressent. Le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui est fondé à l'intérieur de soi. Pour moi, le bonheur, il est relié très, très fort à la joie de vivre, à l'enthousiasme. C'est des choses qui partent de dedans et qui donnent un élan vers dehors.
Pour moi, le plaisir, c'est un petit élan de l'extérieur vers l'intérieur. C'est effectivement le plaisir qu'on a de s'offrir quelque chose qu'on a désiré, d'accord ? Je suis pas aussi sûre que ce soit, pas sûre que ce soit aussi durable que quelque chose qui soit un élan aussi fort de dedans vers l'extérieur. Alors, effectivement, hein, je vais d'abord simplement dans le sens de Claire, cette idée de la joie. C'est quelque chose qui est bien plus profond que le simple plaisir. Voilà, c'est quelque chose qui emporte tout notre être, et c'est pas simplement un bonbon ou un petit plaisir comme ça qui. Donc, vraiment, si on cherche le bonheur, il faut aller du côté de la joie, il faut aller du côté de quelque chose qui serait beaucoup plus profond. Et en ce sens-là, il y avait bien le terme spiritualité. Hein. Je me trompe pas. Oui, tout à fait. Et en ce sens-là, la question de la spiritualité, je trouve qu'elle est très intéressante parce que, bah voilà, on est des êtres humains, tout simplement. Hein. J'ai des chats. Donc une fois qu'ils ont mangé, une fois qu'on les a bien caressés, une fois qu'ils dorment, bah, ils sont bien, ils se sentent bien. Voilà, ils ont une forme de bien-être qui ne relève que d'une dimension simplement physique, matérielle. Hein. Et je vous parlais de celui qui veut avoir justement cette dimension matérielle de l'argent, hein, qui veut avoir une multitude de biens. Bah, finalement, c'est un chat perfectionné. On peut dire ça comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui veut avoir un fauteuil en cuir, qui veut avoir une grosse voiture dans laquelle il se sent bien, etc., etc. Mais derrière tout ça, ce qui fait véritablement un bonheur de type humain, c'est cette question de la spiritualité. D'accord ? C'est cette question de savoir comment, par la pensée, on se rapporte au monde. D'accord ? Et c'est difficile, c'est très difficile de savoir comment soi-même on va réussir d'abord à concevoir ce qui se passe autour de nous, qui est souvent très violent, qui est souvent très dur, de concevoir la façon dont les gens nous parlent, la façon dont on va percevoir telle ou telle violence qui peuvent être faites. D'accord ? La pire des violences qui est faite à un individu, c'est une violence psychique. Qu'un enfant ne mange pas à sa faim, c'est une violence claire. Et je suis loin de dire que c'est rien, d'accord ? Mais un enfant, qu'on le maltraite, qu'on n'écoute pas, ou qu'on enferme, ou c'est beaucoup plus violent, d'accord ? Parce que c'est quelque chose qui le détruit. C'est quelque chose qui le détruit en tant qu'humain. D'accord ? Tout simplement, hein, le bonheur, c'est de vivre. Et tout ce qui nous détruit, physiquement, le fait de ne pas manger, d'accord, nous atteint. Mais aussi, il faut comprendre qu'on est constitué psychiquement, intellectuellement, et qu'on a besoin de cette nourriture pour être heureux. On a besoin de ça. Donc, n'y aurait-il pas de bonheur sans l'épreuve et sans privation ? Excusez-moi, sans quoi ? Sans privation, sans l'épreuve et sans la privation. J'y vais ? Vous voulez que je répète le tel de la question ? Oui, non, c'est Okay, bon, il n'y a pas de... Alors, ça c'est une question, c'est une sacrée question. À chaque fois que mes élèves me disent ça, je leur dis, bon, alors vous voulez quoi ? Vous voulez qu'on vous tape de temps en temps pour être sûr que vous êtes heureux ? Vous voulez qu'on vous donne un coup ici ou là ? Non, la sagesse, d'un point de vue philosophique, elle ne va pas rechercher l'extrême de la sensation, l'extrême du plaisir, et du coup, elle se satisfait pleinement de quelque chose qui est paisible. La façon dont la plupart des philosophes antiques ont pensé le bonheur, ils l'ont pensé sous la forme de ce qu'on appelle l'ataraxie. L'ataraxie, c'est l'absence de trouble. D'accord ? On n'est pas heureux quand on vit des sensations fortes. D'accord ? Et puis, il faudrait avoir vécu quelque chose de terrible pour ensuite ceci ou pour ensuite cela. Donc, voilà. Ça, je ne suis pas certain que ce soit nécessaire. Je pense qu'on peut être simplement heureux sans avoir à traverser nécessairement d'épreuves ou de choses comme ça. Par contre, vraisemblablement, quand on traverse des épreuves avec la capacité de résilience derrière, de vouloir utiliser ces épreuves pour en faire quelque chose, je pense que ça peut augmenter la capacité au bonheur qui devient alors un choix. Mais effectivement, il n'y a pas d'obligation en la matière, Dieu merci. Précisément, si je peux me permettre, c'est le moment où les gens vivent des épreuves terribles qu'ils sont obligés de questionner leurs désirs et de questionner ce qu'il y a d'important ou pas. Voilà. Donc, je vous l'annonce à tous. Hein. Vous pouvez questionner tout cela avant qu'il vous arrive des épreuves terribles. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'avoir vécu un accident grave pour tout d'un coup réfléchir sur le sens de la vie et savoir que voilà, la vie, elle peut être très très belle.
Donc nous allons lancer notre première partie de micro-trottoir. Voilà. Alors comment les difficultés que vous avez eues dans la vie, supposons, les traversées, vous ont permis d'être heureux? Disons que là, ce qui m'a permis d'être heureux, c'est en passant par l'armée. D'accord. Ce qui m'a fait un petit bénéfice quand même. Bien. Il m'avait un peu oublié. Retrouver le bonheur. Vous avez dit retrouver le bonheur. Retrouver le bonheur. Ah, pas la même chose. Parce que retrouver, c'est que vous l'aviez perdu. Quels sont les éléments qui m'ont permis de trouver le bonheur? Les difficultés. Hein. Les difficultés Et oui, vous avez rencontré des difficultés. Oh, ça, des emmerdes, tout le monde en a son sauce, sa valeur, tout. Et ça vous a permis de trouver le bonheur? Oui, tout à fait, oui. Oui. Comment les difficultés que vous avez traversées vous ont permis d'être heureuse? Comment les difficultés... Si vous avez rencontré des difficultés dans votre vie? Oui. Je l'ai avec beaucoup le soutien de mon mari, surtout. Toujours la même chose, le soutien de la famille et puis de mon mari beaucoup. Par rapport, pas mal de soucis. Heureusement qu'il était là. Ouais, j'ai fait une dépression nerveuse. Oui. Là, vous avez donc été en arrêt de travail alors. Hein, et après, vous avez repris donc le travail. Ouais. Hein, et donc maintenant, vous êtes soulagé. Ça va, ouais. Voilà. Hein, donc ça vous a. Alors, est-ce que cette maladie vous a rendu plus fort que? Je sais pas si ça m'a rendu plus fort, mais je me sens fort. Fort. Ouais. Mais elle vous a aidé à m'en sortir. À vous en sortir. Ouais. Et vous en êtes sorti par vous-même ou bien? Ouais, par moi-même. Vous étiez entouré quand même de votre famille? Ouais, j'étais entouré de ma famille, des amis. Ouais. Bon, vous n'avez pas grand-chose à me dire en plus aussi. Hein? Bon, je vous remercie, vous êtes bien aimable, monsieur. Merci. Allez, bonne journée, au revoir. Ah, c'est un long chemin. C'est un long chemin parce que les difficultés qu'on traverse, elles sont pas toujours faciles à traverser. C'est souvent, ça peut être long, il faut du temps, il faut de l'apaisement. Parce que quelquefois ça met en colère, parce que quelquefois ça génère des choses pas bien. Donc il faut du temps. Et puis il faut penser que parfois il fait nuit, mais le lendemain il fait jour. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Vous n'avez pas d'autre chose à ajouter dans le bonheur? Non. Puisque là, c'est l'émission du bonheur que nous faisons en radio. Eh bien, écoutez, je souhaite plein de bonheur à tout le monde, à vous encore. À vous pour commencer. Eh bien, je vous remercie. Et puis, tous les auditeurs, hein, il fait beau, le soleil brille. Voilà, déjà, ça, c'est déjà un petit bonheur. Et voilà. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses, il faut en profiter. Eh bien, je vous remercie, madame. Vous êtes bien aimable. Merci, madame. Bonne journée. Au revoir, madame. Au revoir. Thierry, Claire, vous avez une réaction sur ce micro-trottoir? Moi, je dirais que dans des situations difficiles, c'est probablement un petit carrefour dans notre vie où on a l'occasion de reconnaître quelles sont les vraies priorités qu'on veut mettre dans notre vie, quels sont les choix qu'on veut faire. Il y a une chose à notre époque qu'on oublie souvent, c'est que notre vie, elle dépend de nos choix. Il y a des conséquences à chacun de nos choix. Et que si on définit bien nos priorités, ça va nous permettre de faire les choix qui vont nous emmener vers le bonheur qu'on a choisi de vivre. Ça vient de l'intérieur. Donc il y a vraiment un carrefour dans lequel nos priorités peuvent émerger et ça, c'est précieux. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre les gens qui ressortent grandis d'une expérience difficile et ceux qui ont du mal à en sortir, c'est travailler sur ses priorités. Thierry ? Juste une petite remarque, il y a deux causes fondamentales du malheur. Si je peux me permettre de résumer les choses, c'est la douleur physique, c'est la maladie, c'est le problème de santé. Et la seconde, c'est les conflits qu'il y a entre les êtres humains. Je relèverai simplement cette nécessité, cette importance qui a été nommée dans ce micro-trottoir sur le fait d'avoir des amis, sur le fait, voilà. Alors, ça peut être de la famille, autre chose. L'important, c'est que ce soit au sens le plus beau et le plus propre du terme, qui est
l'amitié, quelqu'un avec qui on chemine. Voilà. Voilà. Donc là, nous allons passer à la deuxième partie du micro-trottoir avec la question: quelle est la place des autres dans le bonheur? Quelle est la place des autres dans le bonheur pour vous? Ah bah, c'est qu'ils ont réussi, c'est ils ont un équilibre à eux-mêmes. Voilà. La place des autres? Oh là là, question... Je vois pas... La place de vos amis, quoi, c'est-à-dire... votre famille? Ouais, quelle a la place? Très proche, ou même très... vos enfants, même éventuellement, d'ailleurs. Parce que c'est important, les autres. Oui. Oui, heureusement qu'ils sont là. Hein. Il faut. Sinon, c'est la dépression totale. C'est très important pour moi. Ils apportent du soutien, tout. Des amis. Oui. Alors, votre famille, quand même. Ouais, ma famille, ouais. Vous avez encore vos parents, peut-être? Oui, j'ai encore mes parents, j'ai la chance. Ah oui. Sur Évreux ou bien... Saint-Granville. Ah oui, donc vous êtes tout proche, quoi. Donc là, vous avez l'occasion de les voir souvent, quoi. Oui. Ah oui, d'accord. Vous avez des questions qui sont pas évidentes quand ça demande réflexion, quoi. Je suis pris sur le vif. Quelles sont la place des autres dans le bonheur? Et la place des autres dans le bonheur? C'est de se... Non, monsieur, c'est la radio, là. Il paraît, en tout cas, j'en sais rien. De toute façon, pour l'instant, c'est correct. Hein. Donc, bon. Ah, d'accord, c'est les prémices. Les places des autres dans le bonheur, écoutez, elle est importante parce qu'on ne vit pas seul. À partir du moment où on ne vit pas seul, si on n'est pas avec des gens avec qui on est bien et qu'on a bonheur à voir ou à rencontrer, voilà, c'est ça. Oui. Pour moi, c'est ça. Oui. Il n'y a pas de possibilité d'avoir du bonheur sans qu'il y ait quelqu'un d'autre. Bonheur tout seul. Edgar Poe, effectivement, même Edgar Poe n'a pas réussi à être heureux tout seul, il lui a fallu vendredi. Y a-t-il pas de bonheur sans les autres? Jusqu'à présent, nous parlions du bonheur individuel, mais existe-t-il un bonheur collectif et comment l'atteindre? Question piège. Un bonheur collectif. Allez, je vais tourner les choses, en soutenant qu'il n'y a de bonheur que collectif. C'est-à-dire que c'est ce que disait un petit peu la dernière personne, un bonheur qu'on ne partage pas, un bonheur qui n'est pas dans le lien avec les autres, n'est pas un véritable bonheur. Pourquoi? Parce qu'à la limite, sur le principe, j'ai aucune objection morale à l'égoïsme, mais j'ai une objection qu'on va dire existentielle. C'est-à-dire que l'être humain, tout simplement, existe, se constitue uniquement à travers ses relations avec les autres. Tout ce qu'on est, on l'est dans les relations avec les autres. Alors penser qu'on peut être heureux tout seul, alors qu'on n'existe que dans la relation avec les autres. Ne plus être dans la relation avec les autres, c'est cesser d'être, tout simplement. Eh bien, le bonheur à la place des autres, ça parle un petit peu d'amour, de sentiments, de donner, de recevoir. Le bonheur, on n'a pas donné vraiment de définition, nous. On a été sommés de réfléchir sur la définition du dictionnaire. D'abord, je ne définirais pas le bonheur parce que ça serait le restreindre. Mais le bonheur, d'une façon générale, c'est un sentiment d'expansion et c'est un ressenti. On ne peut pas le mettre dans un paquet comme de la lessive pour que vous la trouviez quelque part. Le bonheur, c'est chacun le sien. Sa définition, je veux dire, chacun son ressenti. Et dans ce ressenti, il y a effectivement la place des autres parce que pour ressentir ce bonheur, d'abord, c'est communicatif, on a envie de le donner, on a envie de le partager. Je ne vois pas quelqu'un d'heureux qui va garder ça pour lui, c'est très difficile parce que le bonheur est un mouvement d'expansion. Vous savez, quand on est heureux, on a l'impression de respirer, d'avoir la poitrine qui s'agrandit. Tous les mouvements de bonheur, de joie, qui sont tous les deux des choses très profondes, sont toujours des mouvements d'expansion. Regardez dans les stades de foot, quand il y a un but de marqué, tout le monde saute en l'air. C'est pas par hasard que les gens spontanément vont aller dans l'expansion. L'expansion du bonheur, du bien-être, de la joie de vivre, tout ça, c'est nous porter vers les autres. Donc je pense que la place des autres, elle est absolument incommensurable.
Comment a évolué la notion du bonheur dans le temps? C'est-à-dire, dans le temps de qui? Dans notre temps à nous, depuis les temps, au quotidien. Le quotidien peut-être. Est-ce que le quotidien, la vie des gens, la vie quotidienne des gens contribue au bonheur, ou est-ce que ça a évolué? Est-ce que le fait d'avoir, par exemple, le confort, le fait d'avoir un peu plus d'aisance, d'avoir du travail, d'avoir par rapport la vie aussi que menaient les gens il y a 150 ans, 200 ans, même bien avant, qui était beaucoup plus difficile, on va dire physiquement. Est-ce que malgré tout ça, ils n'étaient pas moins heureux que nous, ou plus heureux, ou... Si on repart dans une définition du bonheur, où le bonheur c'est d'avoir, effectivement, on a des choses différentes de ce qu'on pouvait avoir il y a 200 ans. Je ne suis pas très convaincue, encore une fois, que le fait d'avoir soit intéressant en termes de bonheur et de durabilité. Mais si le bonheur c'est plutôt de être, ce que je ressens plus personnellement, à ce moment-là, à travers le cadre dans lequel on va vivre, que ce soit il y a 200 ans, que ce soit maintenant, on a tous l'opportunité de développer du bonheur, puisque ça vient de l'intérieur, quel que soit le cadre. Moi, j'ai envie d'un bonheur être plus que d'un bonheur avoir. D'accord. Alors, je suis pas un grand spécialiste de la chose, mais il me semble que la question du bonheur est une question, enfin dans la façon dont on la pose aujourd'hui, est une question assez récente, finalement. Pendant tout un temps, les hommes n'estimaient pas que la chose première qu'on a à avoir, c'est d'être heureux. Voilà. Alors, bien sûr, dès Aristote, dès Épicure, il y avait cette idée-là que tous les hommes recherchent le bonheur, mais quand on prend toute la pensée du Moyen-Âge, le but de l'existence n'était pas fondamentalement d'être heureux et de s'accomplir soi-même. Et dans cette évolution, il y a quelque chose d'assez marquant, je pense, qui a transformé notre vision du bonheur de façon, à mon sens, un petit peu dangereuse. C'est la naissance de la société de consommation, où on a quand même une image du bonheur qui est très différente de l'image du bonheur qu'on pouvait avoir lorsqu'on n'avait pas des tas de magazines qui nous disent d'être heureux comme ci, d'être heureux comme ça, ou que pour être vraiment heureux, il faut faire ceci ou il faut faire cela. On avait un rapport au bonheur. Imaginez qu'on enlève tous les médias qu'on a aujourd'hui. Laissons la radio. Imaginez qu'on retire tous les médias qu'on a aujourd'hui, et tout d'un coup, on se retrouverait à questionner notre rapport à la vie et notre rapport au bonheur de façon complètement différente. D'accord ? Qu'aujourd'hui, un très très grand nombre d'individus considèrent que le fin fond du bonheur, c'est la consommation, c'est quelque chose quand même d'assez récent et peut-être d'un peu catastrophique. Alors, pour accéder au bonheur, est-il nécessaire de sortir de sa zone de confort à un moment ou en une ou des occasions? Zone de confort. Voilà un terme. Je sais pas. Je vais avouer ça. J'aime le danger. C'est tout ce que je pourrais. C'est tout ce que je pourrais dire. Non pas le danger au sens de. Voilà. Je crois que. Effectivement, à certains moments, c'est très important et c'est très riche de sortir de soi. Peut-être pas de zone de confort, mais de sortir de soi, de prendre le risque d'aller là où on n'a pas l'habitude. Et je pense que c'est quelque chose qu'expérimentent beaucoup les enfants, qu'expérimentent beaucoup les jeunes, et que petit à petit, on a tendance à se replier. Et je pense que vivre, c'est encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, c'est aller vers l'autre. Mais aller vers l'autre, c'est pas simplement aller vers ce qu'on connaît, c'est aller vers une altérité, vers des choses qui peuvent supposer effectivement un certain risque et se sentir vaciller. C'est juste ça que j'appelle le danger. Je suis pas du tout à vouloir conduire à des vitesses folles sur la route ou à faire du parachute. C'est délirant, ces choses-là, de sauter à des centaines de mètres de hauteur juste pour avoir le cœur qui... Non, ça, c'est pas moi. Claire ? Eh bien, pour moi, la zone de confort, c'est une zone de repos. On en a besoin de temps en temps. On a besoin si on veut monter 15 étages par l'escalier, on a besoin de s'arrêter sur le palier pour souffler un petit peu, se reposer. La zone de confort, c'est ça pour moi. Mais dans la zone de confort, effectivement, on ne va pas chercher à dépasser ses limites, on ne va pas chercher à explorer, on ne va pas chercher à découvrir, à être curieux. Ça, c'est un petit peu mon dada, moi, la curiosité, puisque c'est effectivement ce qui va nous porter à nous ouvrir au monde dans lequel on est
prévues pour vivre, et c'est là qu'on va trouver effectivement des expériences qui vont enrichir notre connaissance des autres et de soi, et donc notre ouverture au bonheur. La zone de confort, prenez-la comme le transat sur la plage, mais vous n'allez pas faire du transat sur la plage 365 jours par an, c'est pas possible. C'est être acteur de sa vie, c'est comme ça qu'on va y aller vers le bonheur, et c'est pas la même chose que la zone de confort, clairement. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de notre interview. Donc, je souhaite vous remercier. Donc, Thierry Catan, donc professeur de philosophie, excusez-moi. Merci à vous. Claire Burel, donc psychopraticienne, hypnothérapeute et auteure. Merci. Donc, nous vous remercions vraiment de nous avoir consacré ces quelques minutes, enfin, ce quelques temps. Bon, bien sûr, on avait encore plein d'autres questions à vous poser qu'on n'a pas pu faire, mais voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à un espace musical avec Alain Souchon, Foule sentimentale. Oh là là, la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, pour des cons alors qu'on est des foules sentimentales, avec soif d'idéal, attirés par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Solitaire. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la mouquette. Du ciel dévale un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Idéal.
venons d'écouter Alain Souchon avec Foule sentimentale. Tu sais qu'un battement d'aile de papillon peut être la cause d'un ouragan à l'autre bout de la planète, scientifiquement prouvé, et dans la vraie vie, approuvé par tous. L'effet papillon, ça existe. Tu changes un détail de ce qui se passe, ça a des répercussions sur beaucoup de choses. Principe actif. Dès mes premiers ateliers de théâtre amateur, comme exercice, je devais choisir et apprendre par cœur une poésie. Mes recherches m'ont fait découvrir Émile Verhaeren. Ses poèmes, par leur justesse, leur rigueur, dans les descriptions de la nature et de la vie, m'ont procuré de merveilleux moments. Émile Verhaeren, poète belge, de famille bourgeoise flamande, où il était de bon ton de parler français. Né en 1855 près d'Anvers, mort tragique à 61 ans à Rouen, allant prendre le train pour Paris, bousculé par un groupe de voyageurs et dans la précipitation, il manque le marchepied et tombe sous les roues d'un wagon. Émile Verhaeren est mort, mais reste présent par ses poésies. Alors voici un texte du poème « La joie ». C'est un rappel du bonheur existant en nous, auquel nous n'y pensons pas assez souvent. La joie. Oh, ces larges beaux jours dont les matins flamboient. La terre ardente et fière est plus superbe encore, et la vie éveillée est d'un parfum si fort que tout l'être en s'engrise et bondit vers la joie. Soyez remerciés, mes yeux, d'être restés si clairs sous mon front déjà vieux, pour voir au loin bouger et vibrer la lumière. Et vous, mes mains, de tressaillir dans le soleil, et vous, mes doigts, de vous dorer aux fruits vermeils pendus au long du mur, près des roses trémières. Soyez remerciés, mon corps, d'être ferme, rapide et frémissant encore au toucher des vents prompts ou des brises profondes. Et vous, mon torse droit et mes larges poumons, d'avoir respiré au long des mers ou sur les monts. Homme, ne te plains pas, même en des temps mauvais, dis-toi bien qu'un jour, en suprêmes instants, tu as goûté quand même, à cœur battant, la douce et formidable joie. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans pote, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment,
pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Ouais. Il est là. Oh mais il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Oh, mais il est où le bonheur? Mais il est là. Le bonheur, il est là. Il est là. Mais il est là. Merci à Guy de nous avoir lu le poème d'Émile Verhaeren. Et nous venons d'écouter Christophe Mahé qui nous pose la question « Il est où le bonheur ?» C'est ce que devait se poser comme question cet homme-là. Il avait 30 ans. Il se plaignait tout le temps, il n'avait pas de chance. Tous ses amis avaient femmes, enfants, argent, et lui, il n'avait rien. Il se posait toujours la question, pourtant, il n'était pas plus laid, plus bête, moins courageux que les autres, non. Mais à 30 ans, il n'avait ni femme, ni enfant, ni argent. Ses voisins, fatigués de l'entendre se plaindre, lui disent « Tu devrais aller voir le maître de l'univers, celui qui sait tout. Il te dira ce que tu dois faire. » Et c'est comme ça que l'homme qui n'avait pas de chance, un beau matin, est parti. Il faut vous dire que dans ce pays-là, à cette époque-là, eh bien, il y avait beaucoup de forêts. Alors l'homme a commencé, il est rentré dans la forêt, et au premier carrefour des chemins, en travers de sa route, il y avait un loup. C'est normal, il n'avait jamais de chance alors. Et le loup lui a dit « Mais où vas-tu de si bon matin ?»« Je ne vais pas bien loin puisque tu vas me manger », a dit l'homme qui n'avait pas de chance. « Oh non, dit le loup, tu sais, je n'ai plus de force, et puis même un petit agneau tout dodu, ça ne me fait même pas envie. Alors tu sais, toi, mais tu vas où comme ça ? Je vais voir le maître de l'univers, parce que tu vois, je n'ai pas de chance. J'ai 30 ans, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'argent, je vais lui demander ce qu'il faut faire. » « Ah, dit le loup, ben, si tu lui demandes ce que je dois faire pour être guéri, je te laisse passer. »« Promis !» a dit l'homme qui n'avait pas de chance. Et il a continué son chemin. Je vous l'ai dit, la forêt à ce moment-là couvrait pratiquement tout le pays. Alors il était encore dans la forêt quand la nuit est tombée. Il s'est allongé là sous un arbre et puis il s'est endormi. Au petit matin, c'est le froid qui l'a réveillé. Il a levé la tête et là, il a vu qu'il s'était installé sous le seul arbre qui perdait ses feuilles à la fin juillet. Alors il a ronchonné, ça n'est pas possible, c'est toujours comme ça avec moi. Et l'arbre, parce qu'à cette époque-là, les arbres parlaient, lui a dit « Mais qu'est-ce que tu as ?» Oh, a repris l'homme qui n'avait pas de chance, et il est reparti sur ça, pas de femme, pas d'enfant, pas d'argent. Oh, lui dit l'arbre, regarde, moi je suis tout maigre, tout chétif. Et puis, je perds mes feuilles là, on est encore qu'en juillet. Mes frères, ils ont un tronc bien droit, ils sont touffus. Est-ce que je me plains ? Mais, au fait, dit l'arbre,
Si tu vas voir le maître de l'univers qui sait tout, demande-lui pourquoi je suis comme ça. Entendu, a dit l'homme qui n'avait pas de chance. Il a continué son chemin, puis il a fini par sortir de la forêt quand même. Il est arrivé au pied de la montagne, là où habite le maître de l'univers. Et il a commencé à grimper. À mi-pente, il y avait une ferme, et l'homme qui n'avait pas de chance a entendu pleurer. Il est allé voir. C'était une jeune fille qui était là, sur le pas de sa porte. « Qu'est-ce que tu as ?» a dit l'homme. « Oh, dit la fille, tu vois, mes parents sont morts et puis je suis toute seule pour cette grande ferme. Alors je n'y arrive plus. Mais c'est ma maison, je n'ai pas envie de la quitter. Et toi, tu vas où ? Ah, moi je vais voir le maître de l'univers. Je n'ai pas de chance, il faut que je sache. À 30 ans, je n'ai ni femme, ni enfant, ni argent, alors je vais le voir. » Demande-lui ce que moi je peux faire. Est-ce que je dois quitter la ferme ou pas ? Je lui demanderai. Et bientôt, l'homme qui n'avait pas de chance est arrivé tout en haut de la montagne, là où habite le maître de l'univers. Et le maître de l'univers n'a rien demandé puisqu'il sait tout. Il savait pourquoi l'homme venait. Et on a vu l'homme qui n'avait pas de chance faire demi-tour et repartir en courant. Puis, il a pensé à la jeune fille, à l'arbre, au loup. Alors il est reparti, il a demandé au maître de l'univers qui a donné les 3 réponses suivantes. Et puis l'homme a dégringolé la pente, mais à une vitesse folle. Si vite que si la jeune fille ne l'avait pas appelé, il ne se serait même pas arrêté. Eh bien, où tu cours comme ça ? Mais je cours. Ma chance est sur mon chemin. Il me l'a dit, le maître de l'univers. Et moi ? Oh, toi, ne t'inquiète pas. Si tu rencontres un homme qui veut bien t'épouser, tu seras sauvé. Vous serez tous les 2 sur la ferme. Alors la jeune fille a regardé l'homme qui n'avait pas de chance, avec des yeux doux, puis elle lui a dit, tu me plais bien, tu veux pas m'épouser ? Oh, dit l'homme qui n'avait pas de chance, mais non, je n'ai pas le temps, moi je cours après ma chance, elle est là sur mon chemin. Et il est reparti en courant. Il s'est pris dans la forêt, les pieds dans les racines de l'arbre qui l'avait abrité la veille. Alors l'arbre lui dit, dis donc, tu cours vite. Oh oui, ma chance est au bout du chemin. T'as demandé pour moi ? Oui, a dit l'homme qui n'avait pas de chance. Toi, c'est un trésor qui te gêne pour pousser. Quand on l'aura retiré, tes racines pourront s'enfoncer dans le sol et tu deviens grand comme les autres. Prends-le, le trésor. Oh, mais j'ai pas le temps, moi. Je cours après ma chance, alors au revoir. Et puis, il est arrivé tout près de chez lui, là où il y avait le loup. Et le loup l'a vu, il lui a dit alors, je rentre parce que là, ma chance doit être là, au bout du chemin. Et moi, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Pour toi, il a dit que si tu mangeais le plus grand imbécile de la terre, tu serais guéri. Oh, comment je fais pour le reconnaître, a dit le loup. L'homme qui n'avait pas de chance a dit mais j'en ai assez de ces questions, la fille, l'arbre, tout le monde me pose des questions. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Alors le loup a raconté, l'homme qui n'avait pas de chance a raconté au loup. Et puis là, le loup l'a regardé, puis lui a dit mais tu penserais quoi, toi, d'un homme qui refuse d'épouser une belle jeune femme, qui ne prend pas le trésor entre les racines d'un arbre ? Oh a dit l'homme qui n'avait pas de chance, ce serait le plus... Il n'a pas eu le temps de finir. Le loup lui a sauté dessus et on dit que depuis, il est guéri. Il est où le bonheur ? Il est où ? C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier « Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. » J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes deuils, mes peines, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, mes amis me faisaient des peines. Je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons. C'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, que chifflait ce refrain,
mon bonheur est parti sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles, et je bats la semelle dans des filles de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Vous venez d'entendre Félix Leclerc nous chanter Le Petit Bonheur. Vous n'avez pas vu ma brosse à dents? Principe actif 102.4 à Évreux, 95.9 dans le sud de l'Eure. Eh bien, tout à l'heure, l'homme qui n'avait pas de chance courait après le bonheur. Il avait peut-être entendu ou lu le poème de Paul Fort. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, cours-y vite. Si tu veux le rattraper, cours-y vite, il va filer. De pommier en cerisier, cours-y vite, cours-y vite. De pommier en cerisier, cours-y vite, il va filer. Saute par-dessus les haies, cours-y vite, cours-y vite. Saute par-dessus les haies, cours-y vite, il a filé. Quelle est votre recette du bonheur? Ma recette du bonheur, la famille, une famille proche et beaucoup d'amour. Quelle est votre recette sur le bonheur? Ma recette sur le bonheur, il n'y en a pas. Le bonheur, bah si. Ça existe, mais bon. Ça existe? Moi, je ne le connais pas. Ah bon? Non. Pourquoi? Vous avez des soucis, non? Non, comme ça. Je suis célibataire. Ah bon? Ah, vous êtes célibataire? Oui. Et alors, on peut être heureux. Bah, je suis heureux quand on peut même. avoir le bonheur avec Je suis heureux quand même. Oui, d'accord, on peut, hein, avec le bonheur, on a tout le bonheur. On a toujours du bonheur. Bah, c'est ce que je gagne tous les mois. D'accord. Voilà. Bien. C'est pas... Non, mais... Oh mon Dieu, parce qu'il y a une recette, vous croyez qu'elle existe? Il y a longtemps que je rachetais le livre. Oh, vous savez, le bonheur, ça tient quelquefois à pas grand-chose. C'est se lever. Ce matin, tenez, j'étais très heureuse parce que j'ai vu des hirondelles qui arrivaient chez moi. Ça, c'est un bonheur. Voilà. Ah oui, oui. C'est pas forcément toute la vie, mais bon, oui, il y a des périodes comme ça, des petites choses qu'il faut savoir voir tous les jours et qui deviennent des bonheurs. Ma recette du bonheur. Un soupçon de rire, une petite dose d'insouciance, une mesure de chance. Voici ma recette du bonheur. Il vous reste qu'à savourer. Merci Marie pour cette recette du bonheur. Cette émission touche à sa fin. Nous remercions nos invités, Monsieur Thierry Catan, professeur de philosophie, et Madame Claire Burel, hypnothérapeute, d'avoir répondu à nos questions. Le premier livre de Madame Burel, intitulé « Le petit livre qui change la vie en mieux », sortira en poche en mai prochain. Merci à toute l'équipe, avec aujourd'hui Michel, Sylvie, Claude, Pauline, Guy, Lucette, Marie, Florence. Nous vous retrouverons le 16 mai pour notre prochaine émission. De vous à nous, on vous dit presque tout, avec un nouveau thème dans la joie et la bonne humeur. En attendant, bonne journée à l'écoute des programmes de Principe Actif. Et alors, qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux? Rien, je suis heureux comme je suis. Vous êtes heureux. Et donc, vous êtes satisfait de votre existence? Ouais, bah ouais. Vous n'avez pas de soucis, quoi? Non, j'ai pas de soucis. Vous avez peut-être pas... Vous avez un travail, là, quand même. Ouais. Là. Bon, alors, donc, déjà, quand on a son travail... déjà pas mal. Voilà. L'argent, le manque d'argent. Ça serait bien d'avoir un petit peu plus d'argent.
Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureuse? Souvent, c'est d'avoir, par exemple, des amis ou de la famille qui ont un souci de santé, par exemple. Et aussi un peu, actuellement, les conditions de vie générales qui sont difficiles à supporter et qui tapent sur le moral. Voilà. Disons que l'évolutif d'un moyen tous les mois est de rencontrer la courtoisie des choses. D'accord. À ce moment, Bien, merci.